Alors, c'est vraiment une chose difficile à répondre parce que d'un côté, je peux parler de mes expériences, quand on pouvait sortir, quand on pouvait être libéré sur parole. Il y a beaucoup de gens qui se souviennent de moi de rock. Dans beaucoup d'endroits où je vais à Détroit, dès que j'y suis, ça savoir que je viens de rock, mon argent n'est pas accepté. Wow. J'essaie de sortir mon argent. Ah non. Une scène a mis fin à la série révolutionnaire de Fox, intitulée Rock. En moins de 48 heures, la production s'est arrêtée, les contrats des acteurs ont été gelés et plus rien n'a été comme avant. 3 cadres de la chaîne restaient de marbre dans la régie du Studio 14. La diffusion en direct s'était déroulée exactement comme prévu jusqu'à ce qu'elle déraille. Charles S. Dutton, qui incarnait l'éboueur Rock Emerson, avait dévié du script pendant le format live sans précédent de l'émission. 8 secondes de dialogue imprévu, c'est tout ce qu'il a fallu. Dès le matin, les sponsors retiraient leur soutien. L'après-midi, la présidente de Fox, Lucy Silanay, avait convoqué une réunion d'urgence. Que s'est-il vraiment passé le 28 mars 1994 à l'intérieur des studios Fox? Pourquoi une émission qui avait brisé les barrières pendant 3 saisons a-t-elle soudainement franchi une limite que personne n'aurait tolérée? Les mémos internes révèlent une tension qui s'était accumulée pendant des mois. Une star qui refusait de céder. Un réseau pris entre la pertinence culturelle et la survie commerciale. La scène qui a tout changé. Lorsque Rock a été diffusé pour la première fois le 16 septembre 1991, Fox était encore la 4e chaîne montante, avide de se forger une identité et désireuse de conquérir les publics que les chaînes traditionnelles avaient négligés. Créée par Stan Daniels, célèbre pour Taxi, la série était centrée sur Rock Emerson, un éboueur travailleur de Baltimore qui tentait de maintenir sa famille et son quartier unis face aux défis urbains. Charles S. Dutton, tout juste auréolé de succès à Broadway, a apporté une profondeur inattendue à ce qui aurait pu être une simple sitcom familiale. Le casting à lui seul était révolutionnaire. Dutton avait fait de la prison avant de transformer sa vie par le théâtre, devenant la voix authentique des thèmes sociaux de la série. Ella Joyce jouait Eleanor, l'épouse infirmière intègre de Rock. Rocky Carroll était Joey, son frère trompettiste, et Carl Gordon incarnait son père, Andrew, au franc-parler, un cheminot à la retraite. Dès le début, Rock se distinguait en refusant la facilité. Alors que d'autres sitcoms noirs de l'époque misaient beaucoup sur la comédie facile, Rock abordait la gentrification, le chômage, l'activisme communautaire et l'épidémie de crack. Pendant la première saison, les dirigeants de Fox ont noté l'authenticité culturelle unique de la série dans une note de programme datée d'octobre 1991. Ils construisaient quelque chose qui semblait réel. Puis est venu le tournant décisif. En 2e saison, Fox a approuvé une initiative inédite. Rock diffuserait chaque épisode en direct, non pas enregistré, mais vraiment en direct, comme la télévision des années 50. Ce n'était pas un simple artifice, c'était une vitrine pour la formation théâtrale des acteurs et une volonté d'aborder l'actualité avec immédiateté. Le format en direct a fait de Rock un rendez-vous télévisuel incontournable. Les critiques étaient dithyrambiques. Le New York Times l'a qualifié de « l'expérience la plus audacieuse jamais vue à la télévision en réseau ». Un mémo interne de janvier 1993 du service de programmation de Fox a fait état de pics d'audience de 18% pendant les épisodes en direct. Pendant un instant, il semblait que Rock s'était rendu invulnérable par pure audace créative. À la mi-1993, le paysage télévisuel changeait sous les pieds de Rock. La série Martin de Martin Lawrence était devenue le succès phare de la chaîne, attirant un public plus jeune avec un style de comédie plus large. Living Single prenait de l'élan. La stratégie de programmation de Fox était en pleine évolution, avec un accent de plus en plus marqué sur le ciblage des téléspectateurs de 18 à 34 ans, et non pas sur le public familial qui constituait la base de Rock. Les chiffres racontaient toute l'histoire. Selon une analyse de programmation datée du 17 septembre 1993, les audiences de Rock avaient chuté de 12% d'une saison à l'autre, malgré un accueil critique. Plus préoccupant pour les dirigeants, la composition de l'audience était plus âgée que la démographie souhaitée par Fox. Dans les marges de ce rapport, quelqu'un avait décrit « excellente émission, mauvaise chaîne ». En coulisses, les tensions s'étaient accumulées entre Dutton et les censeurs de la chaîne. Une note de service des normes et pratiques de novembre 1993 documentait 3 incidents distincts où des dialogues abordant la brutalité policière avaient été signalés pour révision. Chaque fois, Dutton a riposté, citant l'engagement de l'émission envers une représentation authentique. L'acteur continue de faire référence à son intégrité artistique, a noté un représentant frustré de S&P le 12 décembre 1993. Mais nous avons des annonceurs préoccupés par l'association avec des messages anti-establishment. Auriez-vous pris le parti de l'artiste ou des publicitaires? La question devenait de plus en plus inévitable.
La position de Fox dans la grille des programmes était devenue de plus en plus précaire. Autrefois pilier des dimanches soirs, elle avait été déplacée 2 fois en 6 mois. Le document de planification des programmes de février 1994 indiquait que Rock était en cours d'examen pour la saison à venir. Personne ne le savait alors, mais le compte à rebours avait déjà commencé. Une convergence de facteurs. Une star dévouée à des contenus porteurs de sens. Un réseau s'orientant vers une audience différente. Et le risque inhérent de la diffusion en direct créait la tempête parfaite. Il ne restait que le catalyseur. Les répétitions de l'épisode 317, Prendre position, ont commencé le 21 mars 1994. Le scénario, écrit par Dutton lui-même, sa première contribution à la série, était centré sur une manifestation de quartier contre le harcèlement policier. Selon les notes de production, le brouillon original contenait des dialogues incisifs sur l'inégalité systémique, mais avait été révisé 2 fois à la demande du réseau. Le 24 mars, 4 jours seulement avant la diffusion, le scénario a subi son processus d'approbation finale. Le procès-verbal de cette séance a révélé des échanges tendus. C. Dutton a exprimé des inquiétudes selon lesquelles un dialogue édulcoré sape le but de l'épisode, lit-on dans une note. La réponse de Fred Silverman, alors consultant pour Fox, était « Nous devons nous assurer que le message ne submerge pas le support ». Un compromis a été trouvé. L'intrigue de la protestation serait maintenue, mais les références spécifiques à des cas récents très médiatisés de brutalité policière seraient supprimées. Dutton a fini par accepter à contre-cœur, un témoin le décrivant plus tard comme étant coopératif, mais clairement mécontent. La production a pu avancer. Le service des costumes a préparé des pancartes de protestation avec des slogans approuvés. L'équipe des accessoires a créé des tracts pour la réunion communautaire fictive. Le décor a été aménagé avec des éléments de rue de Baltimore afin de créer l'atmosphère adéquate pour la scène culminante. Une confrontation entre Rock et un officier de police interprété par la vedette invitée, Eric Lassalle. Le 27 mars, la veille de la diffusion, le blocage final des caméras a eu lieu. Les notes d'opération indiquent que tout s'est déroulé normalement, avec de légers ajustements à la mise en scène de la manifestation. L'équipe a marqué des positions précises pour les caméras afin de filmer la confrontation sans créer involontairement d'images visuellement provocantes. La représentante des normes et pratiques, Karen Williamson, a approuvé la répétition finale avec la mention « Conforme aux directives de contenu avec les révisions convenues ». Ce soir-là, cependant, quelque chose s'est produit qui se révélerait plus tard significatif. Dutton a été vu en pleine conversation intense avec Lassalle sur le parking. Un assistant de production, qui a ensuite fourni une déclaration à Fox, a rapporté avoir entendu des fragments incluant des phrases comme « responsabilité envers la communauté » et « moment de vérité ». Le matin de la diffusion, le 28 mars 1994, l'équipe s'est réunie pour les dernières préparations. La répétition s'est déroulée sans accroc. Dutton semblait concentré mais détendu, ne donnant aucune indication de ce qui allait suivre. Dans la salle de contrôle, le directeur Thomas Carter a vérifié les positions des caméras une dernière fois. 4 dirigeants de la chaîne sont arrivés pour observer la diffusion en direct, plus que d'habitude pour un seul épisode, à 20h. À l'heure de l'Est, les caméras sont entrées en direct. Les 2 premiers actes de l'épisode se sont déroulés exactement comme ils avaient été répétés. La réaction du public fut très enthousiaste, mais elle était tout à fait attendue. Personne n'avait de raison de croire que cet épisode serait différent de dizaines d'autres avant lui. Puis vint le 3e acte, et tout a basculé. La scène s'ouvre sur le salon de Rock, chaleureusement éclairé, pour contraster avec la tension palpable dans l'air. Charles Dutton se tient au centre du cadre. Vêtu d'une simple chemise de travail grise, Rock vient tout juste de rentrer de sa tournée quotidienne de ramassage des ordures. Autour de lui, des membres de sa famille sont assis. Eleanor, Joyce, sur le canapé, pliant et dépliant nerveusement un torchon. Joey, Carol, appuyée contre le mur, les bras croisés, et Andrew, Gordon dans son fauteuil habituel, le visage empreint de détermination. Il compte sur notre peur de nous présenter, dit Rock, faisant les 100 pas. La caméra 2 suit son mouvement par un léger zoom avant. Peut-être que nous devrions l'être, répond Eleanor, l'inquiétude dans sa voix palpable. Vous avez vu ce qui est arrivé au jeune Jenkins? Cette référence à un incident hors champ, un jeune homme prétendument battu par la police, avait été soigneusement formulée pour éviter la spécificité tout en conservant son poids émotionnel. Rock s'arrête de faire les 100 pas. La première caméra capte son visage en plan rapproché alors qu'il prononce la réplique. Si ce n'est pas nous, qui? Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Cette réplique suscite des applaudissements nourris de la part du public en studio. Le réalisateur Thomas Carter, depuis la régie, signale de passer à la caméra 3 pour l'entrée de l'officier Wilson, Lassalle, qui arrive afin de dissuader la famille de participer à la manifestation. Lassalle entre en scène, son uniforme impeccable, la posture rigide. « Monsieur Emerson, commence-t-il, par courtoisie, je voulais personnellement vous prévenir que le rassemblement de demain n'est pas dûment autorisé. »
continua conforme o ensaio na próxima interação. Então, precisamente às 20h34, o inesperado ocorre. Em vez de dizer sua próxima fala do roteiro, uma resposta ponderada sobre direitos constitucionais, Dutton dá um passo à frente, dirigindo-se ao personagem de LaSalle com uma intensidade improvisada. Sabe o que me parte o coração, oficial? Diz essa insígnia, porque por trás dela, você se parece exatamente comigo. A sala de controle explode. Isso não está no roteiro. Dutton continua, sua voz baixando para um tom que as câmeras mal captam. Vão usar você para nos silenciar. E depois silenciar você também quando lhes convier. Foi assim que o sistema foi construído. Nós dois sabemos disso. Na cabine de controle, o produtor executivo Stan Daniels gesticula freneticamente, mas Carter hesita em cortar. O momento parece elétrico, perigoso, real. LaSalle, profissional até a medula, tenta retomar o roteiro, entregando sua próxima fala com apenas um leve tremor na voz. Mas Dutton não terminou. Ele se aproxima, agora a poucos centímetros do rosto de LaSalle. Meu irmão morreu com as mãos para o alto, Dutton diz, uma frase que não estava em nenhum rascunho aprovado. Diga-me onde a justiça mora em Baltimore. No stai de Brest. Mostra-me no mapa. A plateia do estúdio, inicialmente confusa, ficou em completo silêncio. O silêncio se estende por 5 segundos inteiros, uma eternidade na televisão ao vivo. A câmera 4 capta o rosto de Eleanor, Joyce mostrando choque genuíno em vez da preocupação roteirizada de sua personagem. Gordon e Carol trocam olhares que comunicam uma incerteza real sobre o que está acontecendo. Finalmente, LaSalle entrega uma resposta não roteirizada própria. Não posso mostrar-lhe Sr. Emerson, mas talvez o encontremos juntos. O momento se desfaz. A cena de alguma forma se restabelece, com os atores improvisando para retornar ao roteiro geral. O episódio chega ao fim sem qualquer desvio adicional. Para o público em geral, pode ter parecido uma televisão impactante, embora de uma forma incomumente direta, mas na sede da Fox, os alarmes já estavam soando. A transmissão mal havia terminado quando a central telefônica da Fox se iluminou. De acordo com os registros, a emissora recebeu 189 reclamações de telespectadores na primeira hora. À meia-noite, associações policiais de 3 estados emitiram declarações condenando a mensagem antipolicial do episódio. Simultaneamente, 212 ligações elogiavam a coragem do programa. Às 21h23, assim que a transmissão da Costa Oeste começava, o presidente da Fox Entertainment, Sandy Grushel, convocou uma teleconferência de emergência com o Departamento de Padrões e Práticas e a assessoria jurídica. As atas da reunião indicam preocupação imediata com as reações das afiliadas e a retirada de patrocinadores, questão primordial. Isso foi planejado ou espontâneo? Mepper Fauser, Michel, Dice is et ou lê uma anotação. Outra, verificar se há aprovações dadas verbalmente que não estão documentadas. Exais, The Prius. Às 23 horas, a decisão foi tomada de retirar a transmissão da Costa Oeste, substituindo-a por uma reprise da segunda temporada. Foi a primeira vez que a Fox tirou do ar uma transmissão ao vivo no meio do horário nacional. A verdadeira crise começou às 7h30 da manhã seguinte. 3 grandes patrocinadores, uma cadeia de fast food, uma montadora de veículos e uma companhia de bebidas, já haviam contatado a rede, ameaçando retirar o apoio. De acordo com um memorando confidencial de 29 de março, a companhia de bebidas citou especificamente a representação irresponsável das relações entre a polícia e a comunidade como sua preocupação. Às 10h01, a presidente da Fox, Lucy Salhane, reuniu a liderança sênior na sala A. Dutton participou por telefone. A transcrição desta chamada, vazada a repórteres da indústria, revela uma troca tensa. Salhane e Charles, nós tínhamos um acordo a respeito daquele conteúdo. Dutton, nós tínhamos um acordo sobre o que estava escrito no papel, não sobre a verdade. Salhane, isto não se trata da verdade, trata-se de confiança. Ao meio-dia, a produção dos 3 episódios finais da temporada foi oficialmente paralisada. Elenco e equipe foram instruídos a aguardar novas instruções. Os crachás de segurança para o palco 14 foram temporariamente desativados, uma medida que um assistente de produção descreveu mais tarde como choque e pavor. Eles queriam garantir que ninguém pudesse se reagrupar sem que eles soubessem. Às 14h15, a Fox Legal distribuiu um memorando detalhando soluções contratuais para quebra de expectativas de desempenho. O documento citou especificamente a cláusula 17B do contrato padrão de talentos sobre a adesão ao conteúdo aprovado. Às 16h30, os representantes de Dutton divulgaram um comunicado. O ator mantinha suas escolhas artísticas. O impasse havia começado. Na indústria do entretenimento, a reação ao incidente da rocha, como era chamado, dividiu-se de forma previsível. As associações criativas expressaram apoio à liberdade artística de Dutton. Fontes da emissora descreveram o momento como perigoso.
Ce qu'aucune des deux parties n'avait pleinement réalisé était le séisme financier qui se déroulait en coulisses. Une analyse des sponsors, préparée pour la direction de Fox le 30 mars, dressait un tableau très sombre. Le document, marqué « confidentiel, diffusion interne uniquement », comprenait cette évaluation. 3 sponsors principaux, représentant à eux seuls 42% des revenus des épisodes, se sont officiellement retirés. 5 sponsors secondaires demandent des droits de révision de contenu désormais. Impact sur les revenus prévus. 3,2 millions pour la saison actuelle. Potentiel. 8,7 millions si prolongée la saison prochaine. Les sponsors ne s'inquiétaient pas seulement d'un unique moment de dialogue improvisé, mais ils remettaient soudainement en question l'intégralité du concept de diffusion en direct pour des questions sociales controversées. Un cadre publicitaire a ensuite déclaré à Variety « La télévision en direct avec des stars imprévisibles discutant de sujets sensibles, c'est une matrice de risque qu'aucun responsable de marque ne veut présenter à son conseil d'administration. » Le 31 mars, Fox Standards and Practice a diffusé de nouvelles directives pour toutes les émissions en direct. Le document prévoyait des délais de diffusion de 5 secondes, une approbation préalable du contenu et des sanctions pour non-respect. Bien qu'il ne mentionne jamais Rock, les initiés de l'industrie l'ont reconnu comme une réponse directe. Pendant ce temps, les organisations chargées de l'application de la loi s'étaient mobilisées. L'Association nationale des organisations de police a envoyé une lettre officielle à Fox le 1er avril exprimant son inquiétude que les représentations fictives qui sapent la confiance du public envers les forces de l'ordre mettent en danger de vrais agents. La lettre n'appelait pas à l'annulation, mais demandait une représentation équilibrée à l'avenir. La question pour les dirigeants de Fox était fondamentale. Où exactement se situait la limite? Était-ce le moment imprévu de Dutton lui-même, le sujet ou l'imprévisibilité que représentait la télévision en direct? Un indice révélateur est venu du compte-rendu d'une réunion du 2 avril entre l'équipe publicitaire de Fox et un sponsor majeur. Interrogé sur les changements qui les mettraient à l'aise pour revenir à l'émission, le représentant du sponsor aurait dit « Des épisodes préenregistrés, un contrôle du contenu et l'assurance que les sujets policiers seraient abordés avec équilibre ». En somme, tout ce qui rendait Rock distinctif était désormais remis en question. Le 4 avril 1994, soit une semaine après la diffusion de l'épisode, Fox a annoncé que la série Rock terminerait sa saison avec des épisodes préenregistrés plutôt que des diffusions en direct. Le communiqué de presse invoquait des considérations de production plutôt que la controverse. Publiquement, la chaîne affirmait qu'aucune décision n'avait été prise concernant l'avenir de l'émission au-delà de la saison en cours. La réaction fut immédiate et polarisée. Entertainment Weekly a fait sa une avec Rock in a Hard Place, un article sur la tension entre liberté créative et contraintes commerciales. Le Los Angeles Times a publié un éditorial par un éminent réalisateur afro-américain qualifiant la décision de Fox de censure douce des perspectives noires. Des chroniqueurs conservateurs ont rétorqué que les chaînes avaient à la fois le droit et la responsabilité de contrôler leur contenu. Derrière des portes closes, les lignes de bataille étaient tout aussi tranchées. Un mémo interne du service de communication de Fox, daté du 6 avril et ayant fuité, détaillait la stratégie de message officiel. Insistait sur le fait qu'il s'agit d'une décision de programmation et non d'une régulation de contenu. Éviter toute référence spécifique à la diffusion du 28 mars. Le 8 avril, Dutton a accordé sa seule interview publique sur l'incident à BET News. Sans aborder directement son moment imprévu, il a parlé en termes généraux de la responsabilité envers les téléspectateurs. La télévision peut soit renforcer des mensonges confortables, soit pousser vers des vérités inconfortables. J'ai toujours su de quel côté je me trouvais. Cette interview a complètement désorganisé les efforts de Fox pour maîtriser la situation. Selon un document interne de gestion de crise, daté du 10 avril, la chaîne faisait face à des pressions venant des deux camps. Des téléspectateurs exigeaient le retour de l'émission, tandis que des sponsors menaçaient de se retirer massivement si elle perdurait sous sa forme actuelle. Alors que la controverse s'intensifiait, une autre dynamique a émergé. Des enregistrements numériques de l'émission non censurée de la côte Est ont commencé à circuler sur les premiers forums Internet et les réseaux d'échange de VHS. Le service juridique de Fox a envoyé des mises en demeure à plusieurs forums qui publiaient des discussions sur l'obtention de ces images. Cela n'a fait qu'intensifier l'intérêt pour ce qui était de plus en plus décrit comme la scène que Fox ne voulait pas que vous voyiez. D'ici le 15 avril, Fox était confronté à un point de décision crucial. La production devrait reprendre immédiatement pour finir la saison à temps, mais le conflit entre la chaîne et la star ne montrait aucun signe d'issue. Un rapport stratégique confidentiel présentait 3 options. Reprendre la production avec Dutton sous des contrôles de contenu plus stricts, refondre le rôle si jugé potentiellement désastreux, ou terminer la saison plus tôt. Le 17 avril, Fox a annoncé que Rock ne terminerait pas son
avec les épisodes restants reportés indéfiniment. Bien que ce ne soit pas une annulation officielle, les professionnels du secteur ont immédiatement reconnu ce langage comme l'équivalent télévisuel d'une condamnation à mort. La controverse autour de la série Rock n'est pas apparue de nulle part. Cela représentait l'aboutissement des tensions qui s'étaient accumulées tout au long de la diffusion de la série et reflétait des enjeux plus larges au sein des chaînes de télévision. Dès sa création, Rock avait repoussé les limites. Des notes de programmation, dès décembre 1991, montraient les préoccupations de la chaîne concernant un épisode abordant les réactions de la communauté noire face aux bavures policières. Une note des normes et pratiques indiquait « Bien que le dialogue soit mesuré, l'impression d'ensemble pourrait être interprétée comme anti-autorité. » Des remarques similaires sont apparues tout au long de la diffusion de la série. Un épisode diffusé en mai 1992 abordant la discrimination en matière de logement a suscité de vives préoccupations de la part des sponsors. Un scénario de novembre 1992, l'organisation communautaire de 1992 luttant contre les trafiquants de drogue, a conduit à ce qu'un producteur a qualifié de « la plus longue réunion sur les normes de toute l'histoire de Fox ». À chaque fois, des compromis ont été trouvés. À chaque fois, les limites du contenu acceptable étaient testées et légèrement repoussées. Selon un scénariste qui a travaillé sur les saisons 1 et 2, nous avons joué un jeu de petits pas. Pousser un peu plus loin à chaque fois, établir cela comme la nouvelle norme, puis repousser encore. La décision de diffuser en direct avait accéléré cette tendance. Des documents de production du début 1993 révèlent que le format en direct a été initialement présenté aux dirigeants comme un moyen de mettre en valeur les talents théâtraux de la distribution. Ce n'est que plus tard qu'il est devenu clair que cela servait aussi de mécanisme pour réduire la surveillance du réseau. Sans période de post-production pour des coupes ou des modifications supplémentaires, la dynamique du pouvoir s'est subtilement déplacée vers l'équipe créative. Ce schéma n'était pas unique à Rock. Tout au long de l'histoire de la télévision, les émissions traitant des questions raciales ont fait face à un examen similaire. East Side, West Side, en 1963, a été annulé après une saison, malgré son succès critique, principalement à cause de sa description sans phare des problèmes sociaux urbains. Frank's Place, en 1987, a subi un sort identique. A Different World a connu des batailles constantes avec NBC concernant son contenu politique. Ce qui rendait Rock différent, c'était la combinaison de facteurs spécifiques. Une star avec un contrôle créatif sans précédent, un format de diffusion en direct qui limitait la surveillance, et un réseau qui établissait encore son identité et ses normes. Comme un dirigeant de Fox l'a dit plus tard à The Hollywood Reporter, nous inventions les règles au fur et à mesure que nous avancions. Cela crée un espace de confusion quant à l'endroit où se trouvent réellement les limites. Le document le plus révélateur de cette période est peut-être une analyse de programmation datée de janvier 1994, 2 mois avant la diffusion fatidique. Dans une section intitulée « Évaluation des risques », il était noté « La vision créative du talent est de plus en plus divergente de la stratégie de contenu du réseau ». La réconciliation à long terme pourrait ne pas être possible. Avec le recul, l'émission du 28 mars semble moins être une crise soudaine et davantage le point de rupture inévitable d'une relation qui, dès le début, avait été mise à rude épreuve, repoussant ses limites. Que se serait-il passé si ce 28 mars, l'émission s'était déroulée comme prévu? Cette hypothèse contrefactuelle mérite d'être examinée non seulement par curiosité, mais aussi comme une fenêtre sur le paysage télévisuel du milieu des années 90. Selon les projections internes d'audience, la série Rock était déjà sur un terrain instable. Une prévision de programmation datant de février 1994 estimait une probabilité de renouvellement de 60%, ce qui était préoccupant, mais loin d'être un arrêt de mort. La réputation critique et l'importance culturelle de l'émission lui auraient probablement valu une 4e saison, bien que possiblement avec des modifications de format. Si Fox et Dutton avaient trouvé un compromis, peut-être en s'éloignant de la diffusion en direct tout en conservant la conscience sociale de l'émission, Rock aurait pu connaître une durée naturelle de 4 ou 5 saisons. Des documents du réseau suggèrent des plans d'urgence pour faire passer l'émission à un format plus traditionnel avec une supervision accrue pour la saison 1994-1995. L'impact sur la télévision, de manière plus générale, aurait pu être considérable. Sans la controverse Rock, qui a mis en lumière les risques, d'autres chaînes auraient pu expérimenter plus facilement des formats de fiction en direct vers la fin des années 1990. L'âge d'or de la télévision qui a commencé au début des années 2000 aurait pu arriver plus tôt, la diffusion en direct offrant une alternative à la tendance émergente de la télé-réalité. Pour Dutton personnellement, cette voie alternative aurait probablement été plus douce. Bien que sa carrière cinématographique ait continué avec succès après Rock, il n'est pas revenu à la télévision en tant que rôle principal avant The Corner en 2000. Ces 6 années représentaient un écart significatif dans ce qui aurait pu être une présence télévisuelle ininterrompue. Peut-être plus important encore, la conversa
La représentation des relations police-communauté à la télévision nationale aurait pu évoluer différemment. La fin abrupte de Rock a créé un effet glaçant. Une enquête industrielle de 1995 auprès des dirigeants de chaîne a révélé que 72% ont signalé une prudence accrue concernant les scénarios abordant les controverses policières. Cette hésitation a persisté jusque dans les années 2000, un showrunner notant en 2004 « La situation de Rock est toujours évoquée en réunion lorsque certains sujets sont abordés. Une évolution plus graduelle aurait-elle finalement mené à des représentations plus nuancées, ou un point de rupture était-il inévitable alors que la télévision était confrontée à des problèmes sociaux de plus en plus complexes ? La question reste ouverte. 30 ans plus tard, l'héritage de la toute dernière émission de Rock continue de résonner profondément à travers l'histoire de la télévision. La série elle-même a connu une postérité complexe, directement façonnée par ses 8 secondes non scénarisées. Pendant de nombreuses années, la chaîne Fox a maintenu l'épisode du 28 mars hors de toute circulation. Lorsque Rock est entré en syndication en 1997, le coffret comprenait une note précisant que l'épisode 317 n'était pas disponible pour la diffusion. Quand les plateformes de streaming ont commencé à acquérir les catalogues de séries télévisées des années 90, durant les années 2010, cet épisode est resté de manière flagrante absent, ce qui a ravivé l'intérêt pour ce qu'un expert des médias a désigné comme la scène manquante la plus célèbre de l'histoire de la télévision. En 2018, cet épisode est finalement devenu accessible sur une plateforme de streaming par abonnement, accompagné d'un avertissement de contenu et d'informations contextuelles. Le directeur de la programmation du service a expliqué sa décision. L'exhaustivité historique l'emporte sur l'inconfort. Ce moment fait partie de l'histoire de la télévision. Les chiffres d'audience suggèrent qu'il avait raison. Dès son premier mois de disponibilité, l'épisode 317 a été diffusé 301% plus souvent que tout autre épisode de Rock, preuve de sa notoriété et de sa pertinence continue. La conversation critique autour de l'épisode a également évolué. Les premières analyses se sont principalement concentrées sur les questions de contrôle créatif et de censure du réseau. Des recherches plus récentes se sont penchées directement sur le contenu du moment non scénarisé de Dutton, y voyant un exemple précoce de ce qu'on appellerait plus tard une représentation authentique des complexités des relations police-communauté dans les quartiers noirs. Pour les dirigeants de la télévision, l'incident Rock demeure un avertissement sur l'imprévisibilité du direct. Les directives des chaînes pour les événements en direct incluent souvent ce que les initiés appellent la clause Rock, des dispositions spécifiques sur le contenu, les limites et les conséquences en cas de déviation. Pas plus tard qu'en 2020, un producteur de télévision a déclaré à Variety « Chaque discussion en direct finit toujours par faire référence à Rock ». C'est le terme consacré dans l'industrie pour désigner les situations qui dérapent. L'aspect le plus révélateur de cet héritage est peut-être la façon dont il est discuté au sein de l'industrie par rapport à l'extérieur. Pour les dirigeants et les annonceurs, cela représente les dangers de céder trop de contrôle aux talents créatifs. Pour les scénaristes et les artistes, en particulier ceux de couleur, cela symbolise les contraintes imposées à une narration authentique. Les deux points de vue contiennent une part de vérité, c'est la raison pour laquelle le débat persiste. Charles S. Dutton lui-même n'a que très rarement évoqué cet incident en profondeur. Dans une interview de 2015, il a offert peut-être son commentaire le plus direct. La télévision n'était pas prête alors pour certaines vérités. Peut-être que ce n'est toujours pas le cas, mais il faut essayer de faire bouger les lignes, même si ça vous coûte. La ligne a effectivement bougé, bien que de manière inégale. Le paysage télévisuel actuel comprend des émissions qui abordent les fautes policières et l'inégalité systémique avec une franchise qui aurait été inimaginable en 1994. Pourtant, des contraintes structurelles demeurent. Les questions soulevées par ce seul moment imprévu, à savoir qui contrôle le récit, quelles perspectives sont mises en avant et quelles limites existent autour du discours acceptable, restent plus pertinentes que jamais. Au final, il ne s'agissait pas d'audience, d'horaire, ni même de divergence créative. Ce furent environ 8 secondes qui ont révélé les failles profondes de toute l'entreprise télévisuelle. Une seule scène, une seule décision, un héritage qui continue de se déployer.